Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 149e numéro de Mobilidé, votre magazine automobile sur votre média de proximité. Ce mois-ci, une marque mythique, iconique à l'honneur, Mercedes. Et quel plus bel endroit que ce musée Mercedes ici à Stuttgart pour vous la présenter. Tout de suite, le sommaire de cette émission. La Mercedes W123 est sans doute le modèle le plus endurant de la marque à l'étoile, en étant l'image de l'excellence en matière de qualité, de confort et de performance. Elle est aussi l'ancêtre de la classe E, qui reste une vraie référence. Basée aujourd'hui à Celt, l'entreprise Monceau Automobile est reconnue aux quatre coins du monde pour convertir à l'électricité d'anciennes Mercedes des années 60, 70 ou 80. Dans un proche avenir, elle compte s'attaquer au marché des franchisseurs. Chez Mercedes, la classe E est synonyme d'invitation au voyage et en électrique. Qu'en est-il ? Durant une semaine, nous avons pris en main le QE 350+. L'esprit tranquille, nous avons enchaîné les kilomètres avec un réel plaisir. La Mercedes dont il va être question ce mois-ci dans le test rétro du mois est l'un des best-sellers de la marque à l'étoile. Avec plus de 2,5 millions d'exemplaires produits, la Type 123 ou la W123 était partout dans les décennies 70 et 80. Elle était aussi considérée comme l'une des autos les plus fiables dans l'histoire de l'automobile. Vincent Franzen nous a dégoté un modèle coupé du côté de Waterloo. Place à la saga d'une auto pas comme les autres où l'on parlait déjà d'airbag et d'ABS. Au cœur des années 70, Mercedes-Benz se décide à tourner une page importante. Depuis 1968, sa berline de référence est celle que l'on nomme W114 ou W115, avec des mécaniques à 4, 5 ou 6 cylindres. Le succès a clairement été au rendez-vous dès l'instant où 1 852 000 exemplaires ont été produits. La W114-115 illustre parfaitement toute la rigueur germanique, avec une ligne on ne peut plus classique, mais surtout une fiabilité totale, dès l'instant où la majeure partie de ces berlines étoilées a passé le cap des 400 000 km. Au moment d'entrevoir la suite, Mercedes a un objectif précis, offrir un parfait mix entre performance, sécurité et confort. Ainsi naît la W123, qui sera au fil du temps déclinée en berline, en break, en limousine ainsi qu'en coupé, à l'image de l'exemplaire que vous avez sous les yeux. Certains considèrent la W123 comme une simple évolution du modèle précédent. S'il est vrai que mécaniquement, Mercedes a repris des W114 et 115 les moteurs, la direction et les suspensions, les différences sont importantes. Au niveau stylistique surtout, avec l'abandon des phares verticaux au profit d'optiques horizontales importantes qui deviendront la norme pour les futurs modèles. Les W123 de la première génération, soit la phase 1, sortie en 1975, proposent des phares ronds. Il faudra en fait attendre la troisième génération, sortie en 1982 et illustrée par notre modèle d'essai, pour voir l'apparition de phares dits carrés. À l'arrière, les feux sont nervurés et larges, comme sur la W116, considérée comme sa grande sœur. Ce design, on le doit à une équipe dirigée par Friedrich Geiger et Bruno Sacco, adeptes de la ligne épurée, qui ont tous deux mis leur talent au service de la marque à l'étoile. Au-delà de l'aspect purement esthétique, la W123 étonne au point de faire preuve d'avant-gardisme au niveau de la sécurité. Au cœur des années 70, Mercedes-Benz propose en effet des zones de déformation à l'avant et à l'arrière, une structure de toit et de porte renforcée, une direction qui se déforme en cas de choc et des ceintures de sécurité. Attention!
Mécaniquement, l'innovation est par contre nettement moins présente puisqu'en dehors d'un 6 cylindres de 2,5 litres, les blocs restent ceux de la W114, W115. C'est en 1977 qu'est présentée, lors du salon de Genève, la version coupée de la W123, disponible avec des mécaniques 2,3 litres comme notre modèle d'essai et 2,8 litres. La principale différence est évidemment l'absence du montant central, ce qui confère une ligne différente à l'auto qui gagne en personnalité. Caractérisé par un empattement plus court de 85 mm par rapport à la berline, le coupé propose une ligne qu'il convient de qualifier de plus homogène et donc plus attrayante. Au total, 100 000 exemplaires de cette version coupée seront produits en 8 années. Dans le cas qui nous occupe, la puissance du 2,3 litres est de 136 chevaux, ce qui n'a rien d'excessif pour une auto dont le poids tourne tout de même aux alentours de la tonne et demie. Outre la version break, la Mercedes 123 a été proposée, comme le veut la tradition au sein de la marque à l'étoile, en version limousine, avec un empattement plus long de 63 cm et une troisième rangée de sièges. En plus d'une utilisation en tant que véhicule officiel pour des personnalités les plus diverses, la limousine s'est muée en taxi, voire en ambulance. C'est en 1979 qu'est sortie la phase 2 de la W123, qui a par exemple vu l'apparition de boutons lève-vitre en lieu et place des traditionnelles manivelles. Une boîte de vitesse à 5 rapports a fait son apparition, d'abord réservée aux modèles à essence, avant de se généraliser à l'ensemble de la gamme. Poursuivant sa quête de sécurité, Mercedes propose en option dès 1980 l'ABS et 2 ans plus tard l'airbag. La phase 3, apparue en 1982, fait la part belle au phare carré pour l'ensemble de la gamme, ce qui permet de la distinguer dès le premier coup d'œil des générations précédentes. La boiserie sur le tableau de bord se généralise, tout comme la boîte de vitesse à 5 rapports et la direction assistée. La climatisation de série apparaît dès 1985. C'est en novembre de cette même année que la production de la berline W123 s'arrêtera pour laisser place à une W124 au design plus moderne. Qu'on se le dise, la carrière des près de 2,7 millions d'exemplaires de W123 produits était malgré tout loin d'être terminée. Signe de l'incroyable fiabilité de cette voiture, elle a souvent connu une deuxième vie sur le continent africain, où il n'était pas rare que des compagnies de taxis dépassent le cap du million de kilomètres parcourus avec des versions diesel qui semblaient tout simplement être increvables. Avec les W114, W115 et W123, Mercedes-Benz est parvenu à imposer des critères d'excellence en matière de qualité, de confort et de performance. Sous une apparence classique, ces autos à l'incontestable fiabilité et à la très grande qualité d'assemblage ont tout simplement été des étapes indispensables qui ont mené à la création de la classe E, apparue en 1993 et qui est toujours d'actualité en 2025. Lorsqu'on s'intéresse au cas d'une étoilée, on choisit un cadre à l'avenant. La butte du lion de Waterloo, je pense que ça s'imposait pour célébrer le succès de ce véritable paradoxe parce qu'on a une Mercedes avec une ligne absolument traditionnelle et qui a rencontré un succès complètement fou, plus de 2 millions d'exemplaires. Alors ce qui a fait le succès justement de cette voiture, eh bien c'est avant tout son équipement, comme on vous l'a dit. Celle-ci, une version coupée 2,3 litres essence, est équipée de l'ABS et de la direction assistée. Je vous rappelle qu'on est au début des années 80 quand même, ce qui est exceptionnel. Et puis ce qui marque quand on parle de ces Mercedes W123, c'est la fiabilité bien sûr. Elle accuse 186 000 km au compteur. On peut donc dire qu'elle est toujours dans la première partie de son existence car des Mercedes de ce type, ça va jusqu'à 400, 500, 600 000 km, ce qui veut dire que l'actuel propriétaire de cette auto peut encore voir venir. Savez-vous que Smart est intimement lié à Mercedes-Benz? Le nom est un acronyme de Swatch Mercedes Art et ces voitures sont reconnaissables évidemment dans le parc automobile. Ici même à Stuttgart, on a dévoilé la toute dernière Hashtag 5, le premier SUV de taille moyenne de la marque.
La peu chère et compacte Smart Fortwo est à ranger dans les livres d'histoire. À l'image de la dernière née #5, Smart a désormais tout d'une grande avec ses 4,70 m de long. C'est 2,20 m de plus que la micro-voiture biplace dévoilée au Salon automobile de Francfort en 1997. Alors quand on découvre en primeur le nouvel SUV 100% électrique, la première impression est waouh. Le design se voulait innovant, il l'est. À l'image des portes sans cadre, des poignées rétractables et des phares avant et arrière plus longs que larges. La Smart #5 a un sacré look, ça saute aux yeux. La touche Mercedes, c'est surtout à l'intérieur qu'on la retrouve. Une fois dans l'habitacle, en plus d'un écran de 10,3 pouces derrière le volant pour le combiné d'instruments, le regard est immédiatement posé sur ces deux écrans tactiles juxtaposés. Pendant que le conducteur restera concentré sur la route, le passager pourra se divertir. Ultra technologique, l'ensemble se veut aussi minimaliste, mais on a fait le choix, toujours discutable, d'abandonner la majorité des boutons physiques. Autant pour le design intérieur que pour l'extérieur, nous avons travaillé sur chaque millimètre de la voiture. Vous pouvez en faire le tour, la regarder. Vous remarquerez que notre attention a été portée sur chaque détail. Nous avons un département spécifique pour choisir les formes, les couleurs et les meilleurs matériaux et ainsi choisir ce qui se fait de mieux pour chaque composant. Par exemple, pour l'intérieur de la voiture avec lequel vous interagissez en permanence, nous avons sélectionné les matériaux avec grande attention et la même approche est de mise pour les éléments extérieurs du véhicule. De la place, les passagers en auront, grâce à un empattement de près de 3 mètres. Le coffre, lui, propose un volume de chargement de 630 litres, en plus d'un frunk de 72 litres à l'avant. Soyons francs, cette #5 ne laisse pas indifférent, et forcément, on est impatient de l'essayer sur nos routes d'ici le mois de juin. Bref, elle nous fait de l'œil. On a besoin aussi de faire comprendre au public que notre marque a évolué, mais qu'on essaye aussi de notre côté de pouvoir proposer donc une expérience immersive pour les utilisateurs. Alors on a pu parler, vous avez pu le découvrir également, les écrans. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est fort dans l'air du temps, mais malgré tout qui reste quand même assez impressionnant à ce niveau de gamme. Mais surtout, de nouveau, le mot smart signifie intelligent, et nous on essaye d'offrir un maximum d'espace disponible dans une voiture qui finalement a un encombrement encore relativement réduit. À l'exception de l'entrée de gamme Pro, la Smart #5 est propulsée par une plateforme de 800 volts offrant une autonomie maximale jusqu'à 590 km. La puissance de charge de 400 kW permet de passer de 10 à 80% de niveau de batterie en seulement 18 minutes. En attendant encore une version haute performance à une date ultérieure, la Smart #5 est déjà disponible en 5 versions distinctes. La plus grande, la plus puissante et la plus chère des Smart est aussi la plus charismatique. Si les ventes des voitures électriques ont progressé dans le monde en 2024, on constate en même temps un certain ralentissement en Europe. De quoi inquiéter certains constructeurs pour qui la transition électrique est plus difficile que prévu. Chez Mercedes, on réfléchit précisément à l'avenir que l'on va pouvoir donner à la gamme EQ. La gamme EQ qui est à l'honneur ce mois-ci dans notre test du mois avec l'EQE 350+. Contraint ou forcé, toujours est-il que chez Mercedes, on s'adapte aux évolutions du marché et on redéfinit sa stratégie en matière de voitures électriques. D'ici 2027, Mercedes annonce l'arrivée de 36 nouveaux modèles, 19 thermiques et seulement 17 électriques.
Lancée en 2020, la gamme EQ va disparaître, c'est loin d'être anodin. Mercedes veut simplifier son offre. Dans le futur, les motorisations électriques et thermiques porteront le même nom. Notre modèle en test ce mois-ci, la EQE 350+, fera donc bientôt partie des livres d'histoire. En attendant, profitons de la berline allemande 100% électrique qu'on peut aisément comparer à un palace roulant. 4,95 m de longueur, 1,96 m de largeur, 1,51 m de hauteur, 3,12 m d'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et les roues arrière, tout profit pour le confort des passagers, mais on en parlera tout à l'heure. La calandre Black Panel lisse avec les étoiles Mercedes sont du plus bel effet, et puis les lignes futuristes de cette 350 plus EQE lui donnent, faut-il l'avouer, un look absolument magnifique. Et puis, ce qui est top du top, c'est ça, avec les clés en poche, et dès qu'on s'approche de la voiture, les poignées qui s'ouvrent automatiquement, ça le fait, hein. Notre modèle est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière, puissance 292 chevaux pour 565 Nm de couple, le 0 à 100 km/h en 6 secondes 4, autonomie théorique annoncée 660 km, mais on sait dorénavant qu'on n'y arrive jamais. Le volume de chargement de 430 litres n'est pas énorme, d'autant plus que contrairement à d'autres véhicules électriques, on ne dispose pas d'un frunk, un coffre à l'avant. Question habitabilité, les passagers arrière profitent d'un bel espace, même si les grands gabarits seront peut-être gênés par la ligne de toit fuyante. À l'avant, c'est instantané. Très vite, on comprend qu'en matière de confort, on pourra difficilement faire mieux. Même sans l'hyperscreen disponible en option et qui, avec ses 3 dalles écran cumulées, parcourt toute la planche de bord, le système MBUX standard de dernière génération que nous avons ici est déjà du plus bel effet et se manie très facilement. On est dans une Mercedes et quand on est dans une Mercedes, eh bien, le niveau de finition est absolument remarquable et juste magnifique. À quelques détails près quand même. On a encore des plastiques durs là au bas des portières, c'est un petit peu incompréhensible, mais ne faisons pas la fine bouche, le niveau de confort ne pourra que vous séduire. Allez, encore un petit bémol parce qu'il faut vraiment en trouver un. La recharge par induction de votre téléphone portable, là, c'est pas très accessible, à moins d'enlever le porte-gobelet. Ok. Au volant d'une voiture électrique, l'inquiétude est souvent liée à la possibilité de recharger en cours de route, surtout sur long trajet. Un outil astucieux que plusieurs constructeurs proposent, c'est le planificateur d'itinéraire. Dommage que la version Business Edition que nous avons en test n'en dispose pas. Une fois sur la route, ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est l'absence totale de bruit. L'insonorisation est vraiment parfaite dans cette voiture et avec le niveau de confort qui est le sien, eh bien cette Mercedes EQE 350+ ressemble à un véritable palace roulant, accentué encore par une direction ultra précise, des suspensions qui gomment les moindres imperfections de la route. Un mot encore sur la technologie, elle est évidemment très présente, mais elle n'est pas intrusive. Et puis, allez, un bémol quand même, c'est la visibilité arrière, elle n'est pas très bonne. Les 292 chevaux sont bien nécessaires pour mettre en mouvement les 2 tonnes 4. Le QE 350+ n'est pas une sportive, mais elle n'est pas insipide pour autant. Le freinage peut être un peu déroutant au niveau de la transition entre le freinage régénératif et celui par serrage. 4 niveaux de décélération sont disponibles via les palettes situées derrière le volant. On peut activer le mode One Pedal qui permet quasi de ne plus freiner et c'est un vrai plus. En conclusion, le QE 350+ fait partie de ce que l'on appelle les belles voitures. Le niveau d'excellence est atteint, mais il a forcément un prix.
portion du musée Mercedes est consacrée aux prototypes électrifiés de la marque à l'étoile. Mais électrifier des modèles classiques et emblématiques Mercedes des années 60, 70 et 80, c'est une spécialité d'une start-up belge, Monceau Automobile, basée à Hasselt et qui s'est spécialisée dans ce qu'on appelle le rétrofit, une technologie qui mêle passé, présent et futur et qui est en plein essor. Dans ce garage près d'Hasselt, d'anciennes Mercedes, exclusivement d'anciennes Mercedes. Certaines venues d'outre-Atlantique, d'autres à peine sorties de grange. Leur point commun, la fée électricité va leur redonner une seconde jeunesse. L'entreprise Monceau Automobile en a fait sa spécialité. Convertir à l'électricité des voitures anciennes, c'est ce qu'on appelle le rétrofit, une rénovation sur mesure. On récupère toute la transmission d'origine Mercedes et en fait il y a le différentiel arrière qu'on garde d'origine Mercedes. Tout est révisé, comme la structure aussi de la voiture. On voit qu'il y a eu un travail de peinture, un travail de préparation pour le châssis, de traitement de rouille et toutes les étapes nécessaires en fait déjà pour une rénovation de véhicule. Et puis il y a toute la partie électrification en fait, qui se fait chez Monceau. Ils ont développé ce qu'on appelle un drivetrain, donc vraiment un bloc moteur avec la batterie, le moteur, la transmission et directement le différentiel arrière. Et on voit surtout qu'il y a le tunnel intérieur qui a été renforcé. La cible de Monceau Automobile, ce sont donc d'anciennes Mercedes des années 60, 70 ou 80, comme cette W111. Le premier coupé de la classe des années 60 est passé entre les mains de l'entreprise belge et est devenu ESE parce qu'il est aujourd'hui 100% électrique avec une autonomie de quelques 300 km. Mercedes a toujours conçu des véhicules très bien pensés, avec le souci d'offrir une expérience de conduite silencieuse et confortable pour les longs trajets. La marque se focalise moins sur les performances, surtout à l'époque, dans les années 1960 et 1970. Nous avons pensé qu'une motorisation électrique correspondait bien à ce type de voiture. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette marque. Et pourquoi travailler uniquement avec des Mercedes, nous préférons nous focaliser sur une marque et acquérir une réelle expertise, plutôt que de nous disperser en travaillant sur plusieurs marques. Notre objectif, comme nous l'avions clairement dit, était de concevoir la meilleure Mercedes classique électrique au monde. Évidemment, réveiller ces anciennes gloires de l'automobile représente un certain prix. Mais le rétrofit a certainement de beaux jours devant lui. L'entretien et la restauration d'une voiture ancienne coûtent cher aussi. Et il apparaît surtout comme une solution pour circuler en zone à faible émission, qui ont tendance à se multiplier depuis plusieurs années. Oui, je pense que le marché du rétrofit va se développer, même si je ne sais pas dire si ce sera l'unique option. Je pense qu'il y en aura d'autres pour continuer à faire rouler les véhicules anciens. Cependant, selon moi, l'électrification sera l'une des seules possibilités à l'avenir pour continuer à rouler de manière durable, que ce soit au quotidien ou de manière régulière. Car un jour, il ne sera plus possible de rouler avec un véhicule thermique en ville ou dans les zones naturelles. Un véhicule classique converti en électrique ne produit aucune émission, ce qui vous permettra de circuler où vous voulez. Monceau Automobile est devenu une référence mondiale dans le rétrofit d'anciennes Mercedes. À l'avenir, l'entreprise belge compte attaquer un nouveau marché, celui des franchisseurs. On travaille déjà fortement avec des collaborations pour certains franchisseurs, donc aussi de l'oldtimer, mais plutôt typé 4 roues motrices. Donc à l'avenir, ce serait plutôt de développer une transmission et en tout cas des batteries qui sont prévues pour ça, pour du 4x4 en fait. La belle histoire de Monceau Automobile n'est pas prête de s'arrêter. Fini les moteurs pétaradants, place aux ancêtres zéro bruit, zéro émission, ou comment rapidement faire le saut du passé au futur.
Suisse, le musée Mercedes de Stuttgart a accueilli en septembre dernier son 13 millionième visiteur. D'ici quelques jours et jusqu'au 2 novembre, une nouvelle exposition temporaire sera organisée ici. Elle sera consacrée aux véhicules Youngtimers avec une dizaine de véhicules Mercedes des années 1990 à 2000 qui seront exposés ici. En tout cas, nous, on n'a pas regretté notre déplacement à Stuttgart. On se retrouve le mois prochain pour un 150e numéro de Mobilidé. D'ici là, bonne route et portez-vous bien. Ciao. Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé.